Bonjour Olivier Faure. Bonjour Caroline Roux. Le grand débat, le retour, cette fois-ci on parle des retraites. Qu'est-ce que vous attendez de la part du chef de l'État sur ce dossier assez sensible, qu'on entre dans une phase de clarification? Oui, aujourd'hui c'est le grand flou. Le grand flou avec un président de la République qui au fond ne joue pas carte sur table, qui nous annonce une réforme systémique, très inquiétante en réalité pour les Françaises et les Français, anxiogène. Et elle l'est tout simplement parce que personne ne comprend où il veut en venir. Moi ce que je veux, c'est une réforme qui soit une réforme juste, qui permette à chacune et à chacun de recevoir finalement le tribut de sa vie professionnelle. C'est précisément l'argument du chef de l'État. Une réforme plus juste. Une réforme plus juste. Mais alors, vous avez compris que pour l'instant, on ne sait pas qui calcule le point. Donc vous pourrez partir à l'année 1, l'année 2 ou l'année 3 avec des retraites différentes, avec des montants différents. La pension de notre retraite ne sera plus calculée sur les 25 meilleures années pour le privé, 6 derniers mois pour le public, mais sur l'ensemble de votre carrière. Comment pouvez-vous, dans ces conditions-là, considérer que vous allez avoir une retraite qui sera plus forte que celle que vous connaissez aujourd'hui ? Je pourrais multiplier les exemples de ce qui, aujourd'hui, pose problème sur la pénibilité. Nous avons introduit la question de la pénibilité lors du dernier quinquennat. Aujourd'hui, en fait, on nous dit que tout le monde cotisera de la même façon. Mais c'est un sujet, parce que celui qui a un col blanc, qui travaille jusqu'à 65 ans, peut-être même souhaite-t-il continuer. En revanche, celui qui a continué à travailler dans un métier pénible, est-ce qu'il est logique que tout le monde parte au même âge? Non. Vous savez pourquoi c'est flou, Olivier Faure? Parce qu'on est entré dans une... Ça, c'est du Martine Aubry. Mais non, c'est parce qu'on est entré, dit gouvernement, dans une phase de concertation, de dialogue. Oui. À votre place, cette semaine, il y avait le ministre des Transports qui expliquait, concernant les régimes spéciaux, nous allons écrire ensemble avec les partenaires sociaux cette réforme. Il faut leur laisser du temps. Vous y croyez, vous? Vous n'y croyez pas, visiblement, vous? Mais, je suis enseigné par l'expérience. Il y a eu un grand débat. Est-ce que vous croyez vraiment que les enseignements du président de la République après le grand débat, c'était ce que les Françaises et les Français lui ont dit? Il voulait une France plus juste. Mais la France n'est pas devenue plus juste et on le verra encore pour le budget qui vient. Rien n'indique... Le pouvoir d'achat augmente? Le pouvoir d'achat augmente, mais attendez de voir ce qui se passe sur les retraités, sur les locataires, etc. On voit bien qu'à chaque fois qu'on donne d'une main, on reprend de l'autre. En fait, c'est un jeu de bonneteau perpétuel. Et donc, la question aujourd'hui, c'est de savoir si effectivement on débat simplement pour occuper le temps jusqu'au municipal, et à ce moment-là, on découvrira le projet, ou est-ce qu'on débat pour effectivement une entrée dans une vraie négociation? Pour l'instant, c'est ça que vous sous-entendez, Olivier Faure? En fait, on a aujourd'hui un président qui rentre en campagne pour les municipales, c'est ça? Mais regardez ce qui s'est passé pour les européennes. Sur le CETA, tant que la question était en fait... tant qu'on était en campagne électorale, on ne savait pas ce que le président ferait. Tout était ouvert, etc. Et puis, les européennes passées, on vote le CETA. Et puis maintenant, on nous dit qu'en fait, il ne faut plus d'accords commerciaux avec qui que ce soit. Enfin, franchement... Donc vous demandez ce matin d'avoir le texte avant les municipales? Mais moi, je souhaite qu'effectivement, on joue carte sur table, que le président nous dise « Voilà ce que moi, je souhaite ». Au moins qu'on sache quelle est son intention. Et à partir de là, qu'on puisse négocier. Mais qu'on ne négocie pas dans le flou et qu'on sache exactement ce qu'il entend faire. Alors, il y a un sujet sur lequel il s'est exprimé avec... vous allez me dire si vous trouvez que c'est suffisamment clair, c'est l'immigration. Il a dit aujourd'hui, nous sommes à la fois inhumains et inefficaces. La France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien. Donc, accueillir moins, mais accueillir mieux. Vous pouvez être que d'accord avec ça ou pas? Est-ce que j'ai le choix de ma réponse? Ou est-ce qu'il faut que je sois forcément d'accord? À votre avis? À mon avis, effectivement, je ne suis pas d'accord avec la façon dont procède le président. Moi, je veux bien parler de l'immigration. Même, je le souhaite. Mais on n'en parle pas n'importe comment et pour dire n'importe quoi. Quand j'entends l'ensemble de ces lieutenants qui partent sur les chaînes de télévision pour expliquer que les prothèses mammaires sont remboursées, qu'on peut faire du tourisme médical... Mais quelle honte, Caroline Roux. C'est Stanislas Guérini qui a le effectivement patron de la République En Marche, oui. Et effectivement, c'est une honte, parce que la réalité n'est pas celle-là. C'est très difficile, en réalité, de se faire soigner. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est une question de santé publique, pas seulement pour les migrants, mais même pour la population française. Est-ce que vous voulez que vos enfants, demain, soient contaminés par la tuberculose parce qu'il y a des gens qu'on n'aura pas soignés et qui sont dans nos rues? Moi, je ne le souhaite pas. Et donc, c'est une question qui est une question de santé publique d'abord. Ensuite, ça vous met en colère ce sujet-là? Pourquoi? Parce qu'il y a une instrumentalisation, c'est ça? Parce qu'il y a une instrumentalisation, parce qu'il y a une volonté aujourd'hui d'être, au fond, un pompier pyromane. Emmanuel Macron est un pompier pyromane. Il nous annonce... il laisse sous-entendre que l'aide médicale d'État est un sujet. Et puis ensuite, on recule. Et puis après, je ne sais pas ce qu'on fera. Mais enfin, je vois bien que en fait, tout ça n'a qu'un seul objectif. Organiser un débat perpétuel avec le Front National. Et ce débat-là, je n'en peux plus.
Je trouve que ce débat-là, il est parce que c'est compliqué d'exister dans ce débat-là. Non, parce que ce débat-là, il est mortifère, alors que les choix, ils existent et ils sont différents. Si on parle d'immigration sérieusement, sur la question de l'AME, par exemple, qu'est-ce que dit le Parti socialiste? Il dit qu'il n'y a pas de sujet. L'AME donc, coûte à peu près 900 millions par an. Le coût de l'AME a augmenté de 40% sur les 10 dernières années. Est-ce que là, vous dites, le président, il dit il y a une explosion des entrées qui sont liées au sujet sanitaire sur l'immigration avec des gens qui viennent pour se soigner en France. Est-ce que ça, c'est un sujet, par exemple? Mais est-ce que, franchement, quand vous êtes à l'autre bout du monde, est-ce que vous pensez que les gens qui aujourd'hui viennent en France viennent parce qu'ils savent qu'il y a l'AME et qu'ils viennent se faire soigner de la grippe? Non mais franchement, c'est pas sérieux. S'il y a des gens... Aujourd'hui, le panier de soins qui est en fait couvert par l'AME et le montant annuel des gens qui utilisent l'AME est approximativement le même que celui de tous les Français. C'est-à-dire qu'ils se font soigner pour les mêmes pathologies. Et donc, ce que nous avons besoin de dire, c'est que s'il y a des pathologies lourdes, il vaut mieux qu'elles soient soignées tôt plutôt que tard. Ça coûte moins cher et c'est moins dangereux pour la collectivité. Après, si on veut parler correctement de l'immigration, il faut dire quel est le solde migratoire dans ce pays. Oui. Le solde migratoire dans ce pays, il est à peine de 60 000 selon l'INSEE. Il est même de moins 50 000 selon Eurostat. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes très loin de la submersion. Mais il y a des sujets. Il y a un sujet sur l'asile. Quel est-il? C'est qu'aujourd'hui, en France, si vous voulez rentrer en France, vous avez 3 possibilités, 3 portes. Vous avez en fait l'asile, vous avez le regroupement familial et vous avez les études. Quand vous avez ces 3 portes seulement, eh bien effectivement, tout le monde utilise la première porte, celle de l'asile. Et donc, ça crée une file d'attente qui est insupportable, qui ensuite est en réalité empêchée... Ce sont les déboutés du droit d'asile qui, en réalité, rentrent... C'est ça, ce que dit aussi Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait ouvrir d'autres portes. Par exemple, humanitaires, par exemple, climatiques, parce qu'il y a d'autres sujets qui méritent d'être accueillis. Ce sera abordé dans le sujet sur l'immigration qui aura lieu lundi. Je ne peux pas terminer cette interview sans vous interroger sur cette décision de justice. Poursuivie pour diffamation, Sandra Muller, qui avait créé, on s'en souvient, le hashtag Balance ton port et dénoncé le harcèlement dont elle était victime, a été condamnée à 15 000 € d'amende, 5 000 € de remboursement de frais de justice. Ça veut dire aux femmes, taisez-vous. Voilà ce qu'elle a déclaré après ce jugement. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Ça vous a choqué, cette décision de justice? Ou est-ce que vous dites, non, c'est l'expression du droit hors d'une certaine forme de pression de l'opinion? Je ne suis pas juge et je ne peux pas juger sur le fond de cette affaire. Je ne sais pas si elle avait tort ou raison. Mais ce que je sais, c'est que la parole des femmes ne doit pas s'interrompre et que la libération de leur parole était absolument nécessaire. Et on le voit malheureusement. Ça a permis de dénoncer un certain nombre de situations qui étaient enquistées et qui ne peuvent pas perdurer. Nous sommes au XXIe siècle et il est temps qu'on accepte l'idée que les femmes ne sont pas les objets des hommes. Merci beaucoup, Olivier Faure. Merci à vous.